BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Et oui, et ben voilà, on dit bonne émission à tous et ça commence, ça va très très vite cette histoire. Bienvenue, on est avec vous pour répondre à toutes vos questions. Vous êtes patron, vous êtes indépendant, vous êtes salarié. On est là pour répondre à toutes vos interrogations sur la vie en entreprise. Il y a une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous, @bfmbusiness.fr, vous nous écrivez directement. Et puis vous, si vous êtes à la télévision avec nous, il y a ce petit QR code, vous remplissez, ça va très vite, les petites questions qu'on vous pose et vous envoyez directement vos réactions pour nos experts du jour. Et puis le live LinkedIn et le live X, vous postez vos commentaires, on vous lit jusqu'à 13h. On vous suit en direct, directement sur les portables, ça tombe. Basile, Annalisa sont là derrière pour nous répercuter vos questions pendant cette émission. Il y a nos experts autour de la table et ils sont là pour vous servir. Aujourd'hui, Jonathan Gozard, recruteur au Mercato de l'Emploi, bonjour. Sandrine Evangelista, créatrice de Leaders for a Good Planet, bonjour Sandrine. Bonjour. Damia Boufférage, cofondatrice de Needle, est avec nous également, bonjour. Damia. Et Nathalie Devernay, qu'on accueille dans cette formule, avocate associée chez Bird & Bird. Bonjour Nathalie et bienvenue dans cette émission. On commence tout de suite, Sofiane. Avec une question pour Sandrine Evangelista, notre experte leadership. Je suis DG d'une entreprise, je recrute actuellement mon bras droit. Comment évaluer si ça va fonctionner entre nous? Est-ce qu'on peut anticiper et limiter les risques de ce recrutement? Sandrine. J'adore cette question. Oui, on peut anticiper. Et comment on peut faire ça? On peut faire ça grâce à des tests, ce qu'on appelle des tests psychométriques, c'est-à-dire des tests de personnalité. Donc il y en a un certain nombre, mais on va regarder donc les comportements. On va regarder les comportements sous stress, important. On va regarder aussi la combinatoire entre plusieurs personnalités. Et plusieurs personnalités sous stress, parce qu'en vrai, quand ça va bien, en général, on arrive relativement facilement à faire en sorte que ça fonctionne. Là où ça commence à poser des problèmes, c'est quand on est sous stress, parce que là, on exacerbe nos comportements et on est beaucoup moins tolérant vis-à-vis des autres. Donc, en fait, un binôme de direction. En fait, le plus intéressant à les regarder, c'est sous stress, parce que s'il fonctionne sous stress, il fonctionnera super bien dans la vie de tous les jours. Est-ce que tout cela peut se limiter à un test ? Ou est-ce qu'il faut peut-être travailler aussi sur l'onboarding, la période de début d'activité finalement, pour quand même tester le duo sur quelques jours, semaines? C'est l'idéal. En fait, le test, nous, on ne le fait jamais tout seul chez Leaders for a Good Planet. Déjà, il est toujours débriefé. Parce que pour moi, un test, ça ne sert à rien. C'est comme mettre dans une case sans expliquer. Or, en fait, un test, il n'est pas là pour mettre dans une case. Il est là pour analyser et proposer des actions. Et effectivement, ensuite, il y a toute la phase de onboarding qu'on accompagne, nous, en coaching de prise de poste, en individuel et ou en collectif, et qui est souvent zappé, chanté. Alors que c'est une phase super importante, c'est une phase d'apprentissage pour se connaître soi-même, le binôme et l'entreprise et la culture de l'entreprise. Mais c'est ce qui peut interroger, Sandrine, c'est de se dire quelque part, parfois les statistiques et la science font que les résultats sont pas là, alors qu'en réalité, le binôme peut être totalement complémentaire, bien que très différent, et l'alchimie peut prendre. Il y a une part d'alchimie qu'on peut pas voir dans les tests. Si, quand même. Justement, la complémentarité, c'est ultra intéressant et c'est très important. Et ce qu'on observe, c'est que beaucoup de personnes, de dirigeants et d'entreprises ont tendance à recruter des gens qui leur ressemblent au lieu d'aller chercher des complémentarités. Or, on a besoin de se faire compléter, mais c'est aussi plus complexe de travailler avec quelqu'un qui est très différent de nous parce que c'est comme une langue naturelle. C'est pas la même langue naturelle. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette question, Jonathan. Oui, on utilise aussi en Mercato de l'Emploi des tests de personnalité. Faut y voir effectivement comme un plus, c'est-à-dire se dire que l'angle de savoir-faire n'est pas unique. Il y a aussi la partie savoir-être. Après, quand on hésite parfois aussi entre des candidats pour faire le bon choix, on peut y intégrer des membres de l'équipe avec lesquels il va travailler plus tard, directement, les faire assister à un entretien, faire des petits cas pratiques, des petites mises en situation très techniques qui peuvent aussi aider à départager. Donc c'est un tout qui fait que derrière, il n'y a pas de raison qu'on se trompe en principe. Mais après, effectivement, recruter, c'est tranché, c'est décidé. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, il y aura une décision à prendre. Oui, effectivement, c'est intéressant effectivement d'intégrer tout le monde. Sofiane. Une question pour notre experte décarbonation, Damia. Est-ce que vous pouvez répondre à Raphaël qui nous demande, on parle beaucoup d'économie circulaire, mais est-ce que ça permet de développer mon entreprise? Oui, absolument. C'est une formidable opportunité de développer de nouveaux modèles économiques. Alors, l'économie circulaire, très rapidement,
ça se définit par opposition à l'économie linéaire dans laquelle on a... Ça circule pas. Voilà, dans laquelle ça ne circule pas. L'économie circulaire, c'est une opportunité de concevoir, par exemple, des business models fondés non pas sur la vente de produits, mais sur les services associés, sur de la location, sur de la réparation. Il y a une grande enseigne, par exemple, d'équipements sportifs qui l'a très bien fait il y a déjà une bonne dizaine d'années et qui propose en plus de vendre des produits, de réparer vos vélos, de louer les skis de vos enfants qui changent de taille tous les ans. C'est exploiter toute la chaîne de valeur. Absolument. Réellement, hein. Absolument, c'est exploiter toute la chaîne de valeur, c'est aussi booster son innovation, parce que concevoir de nouveaux modèles économiques, c'est aussi faire innover ses équipes, c'est se démarquer de sa concurrence, c'est réduire ses coûts également, puisque quand vous, par exemple, vous réutilisez des produits qui étaient en fin de vie, vous vous en servez pour reproduire de nouveaux produits derrière, vous sourcez moins, vous avez moins de logistique, vous avez moins de stockage, vous avez moins de transport, donc vous avez moins de coûts. Mais vous réduisez beaucoup au bout d'un moment, mais j'imagine qu'au début, ça demande quand même un investissement assez conséquent, non ? Ça demande un changement de positionnement, et c'est ça qui est important à avoir en tête, c'est qu'on peut faire basculer son modèle économique sans avoir à investir des millions d'euros pour le faire. Et pour ça, il faut vraiment s'entourer. Nous, chez Nindel, on a des experts qui sont spécialisés dans l'adaptation des modèles économiques à ce sujet de l'économie circulaire et qui permettent de faire bifurquer des modèles vers des modèles plus vertueux, plus intéressants économiquement également. Sandrine. Ce sont des vrais enjeux de transformation parce qu'on parle beaucoup de perte de sens et de difficultés, d'attractivité, de difficultés à recruter, d'attractivité, etc. Je pense qu'en fait, derrière ça, il y a aussi un enjeu business conséquent et il y a un enjeu d'embarquer davantage les équipes enfin, quand je dis les équipes, c'est au sens large, c'est-à-dire les collaborateurs, mais aussi les partenaires, les fournisseurs, etc. Donc là aussi, après, ça rejoint l'enjeu économique. De créer des vrais plans de change management quand c'est vraiment intégré comme un objectif business de transformation et que, du coup, il y a cette dynamique collective derrière, c'est hyper puissant, à la fois sur le business model et donc sur le chiffre d'affaires, les résultats, la marge, les bidas, etc. Mais également sur la dynamique et aussi l'image de marque. Donc, par ricochet, RH, marque employeur. On rappelle la question du jour, Sofiane. La question du jour, c'est celle-ci. Emploi des seniors, l'émancipation passe-t-elle par le travail ? L'émancipation par le travail opposée aux aides par la ministre du Travail, justement, Catherine Vautrin, qui veut faire passer le taux d'emploi des 60-64 ans de 33% à plus de 60% avant la prochaine élection présidentielle. Alors, vous avez été nombreux à réagir, ça fait débat, évidemment. Jérôme, qui est technicien médical, pense que oui, l'émancipation passe par le travail, à condition de garder les seniors dans leur emploi ou de les embaucher. C'est évidemment la condition sine qua non. Ouais. Loïc, qui est vendeur, nous dit « Ce mot senior me sort par les trous de nez ». On en a déjà assez. Loïc est même allé plus loin dans ses commentaires. Hein. Il était un petit peu énervé par la question, effectivement. J'ai gardé qu'un bout, je n'ai pas gardé les insultes. Et Benjamin, qui est conseiller funéraire, nous dit « Le but, c'est pas de bosser toute sa vie, mais également d'en profiter, ne pas oublier, nous sommes tous en CDD sur cette planète. » Qui mieux qu'un conseiller funéraire pour nous le dire. Certes. Le contrat peut s'arrêter très vite. Prenons du recul, effectivement. Vos avis sur la question, Jonathan. Je trouve effectivement la remarque assez intéressante. C'est quoi un senior ? Quelle est la limite ? C'est 45, c'est 50 c'est malheureusement, 55, c'est 60 en entreprise, c'est quand même 45. Voilà, c'est ça. Mais il n'empêche que, à 45 ans aujourd'hui, je pense qu'on a toujours en tête cet âge un peu pivot de la retraite à 60 ans, qui a quand même largement repoussé aujourd'hui. Et parfois, c'est vrai qu'on faudrait repousser aussi la limite de la notion de senior. Mais exactement. Très en recrutement, des fois, quand on propose des candidats à des entreprises et qu'on est à 55 ans, il est proche de la retraite. Il a encore 15 ans de carrière, 10 ans de carrière. Donc, j'ai envie de dire, il faut sortir un petit peu de cette image mentale-là. Déjà, 10 ans de CDI, il n'y a pas tout le monde ne le fait pas en entreprise. Donc, ça, c'est quand même important. Après, on parle de travail. Mais le travail, c'est pas que le côté salariat. Je pense aussi qu'il faudrait un peu tordre le cou à cette idée que quand on est senior, on peut pas s'engager dans une démarche indépendante, créer son entreprise. Le colonel Sanders, il a créé les 14 000 restaurants du KFC, il avait 62 ans. Donc c'est un exemple un peu concret. Je sais pas si on doit le remercier pour ça non plus. Je sais pas, mais voilà, c'était l'exemple qui m'est venu en tête là comme ça. Mais c'est vrai que nous, par exemple, au Mercato de l'Emploi, on a beaucoup de personnes de 60 ans qui investissent et qui créent leur entreprise. Le plus âgé de notre réseau, il a 70 ans, ancien cadre industriel, et ça se passe très très bien. Donc faut oser aussi. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un spécialiste du recrutement qui parle de cette façon des seniors. Continuez à réagir sur nos réseaux sociaux et à notre adresse.
Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. On va y revenir sur ces thèmes évidemment. Prochaine question, Sofiane. Oui, une question juridique sur la diversité en entreprise. C'est pour vous, Nathalie. La proposition de loi sur le testing a été adoptée par le Sénat le 12 mars dernier. Quels peuvent être les impacts de cette future loi pour les entreprises ? Alors, j'ai pas tout suivi de ce testing au Sénat. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? Alors effectivement, on n'est pas encore au bout de ce chemin législatif. On a une adoption par le Sénat, elle doit encore passer par l'Assemblée nationale. On est encore au stade de proposition au jour où on parle. L'idée, c'est de généraliser le testing pour en faire un outil plus efficace. On sait qu'aujourd'hui, cet outil est utilisé par le défenseur de droit, par des associations. L'idée du législateur, c'est de s'en servir vraiment comme outil contraignant pour les entreprises, avec surtout une recevabilité judiciaire des moyens qu'on aura obtenus via ce testing. C'est l'idée de ce projet de loi. Mais ça concerne quel champ d'application, alors, le testing ? Tout. Ça concerne toute discrimination, que ce soit à l'embauche ou en cours d'emploi. Tout critère de discrimination. Vous savez qu'on a une liste très importante de facteurs discriminants dans le Code du travail. Donc, on peut être justement sur l'âge, on en parlait, qui est, ne l'oublions pas, un des facteurs premiers de discrimination à l'embauche, mais l'origine, le milieu social, le handicap, tous les facteurs discriminants peuvent être utilisés. Donc l'idée, c'est de faire du testing soit fictif, c'est-à-dire qu'on envoie des faux CV générés par intelligence artificielle et on regarde sur 1000 CV envoyés, quels sont les résultats. Pour l'instant, ce type de CV fictif n'est pas recevable en justice. Donc on a l'autre arme de testing qui est « je suis un candidat réel, j'envoie un premier CV avec mon vrai nom, mon vrai âge, CV n'est pas retenu, je tente un deuxième CV en camouflant mon âge ou mon patronyme, et là, le CV est retenu. Et c'est cette preuve-là qui sera recevable par les tribunaux. On n'y est pas encore, Sofiane, on est vraiment au stade, pour l'instant, de la relecture. C'est intéressant quand même que ce soit testé. Qu'en pense le recruteur ? Oui, et de toute façon, il y a de plus en plus d'innovations qui se font un petit peu comme ça. Il y a un salon là, de l'emploi qui va avoir lieu à Grenoble. Je parle un petit peu de mon coin, mais où justement le hashtag du salon, c'est « Je ne suis pas un CV ». Donc ça prouve bien que derrière, l'idée, c'est qu'on n'est pas seulement un CV et que derrière, on va aller effectivement enlever certaines catégories. Parfois, il y a l'adresse aussi qui peut être discriminante dans un CV. On n'y pense pas souvent, mais l'adresse peut être discriminante parce qu'on va venir d'un quartier populaire ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a un ensemble de choses à faire attention. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative si c'est utilisé avec parcimonie et voilà, que ça ne devient pas non plus la règle générale. Pourquoi pas. Oui, parce que ça fait un moment qu'on en parle. Les associations communiquent très souvent sur ce genre de testing, mais ça veut dire qu'elles le faisaient, elles faisaient leur propre étude, mais qu'elles n'avaient pas valeur dans la loi. Exactement, et surtout pas de sanction, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sanction directe. Alors la sanction qui était prévue dans le projet de loi allait jusqu'à 1% de la masse salariale si on arrivait à prouver par le biais du testing des pratiques discriminantes. Je ne suis pas certaine que cette sanction reste dans le projet de loi final, mais c'est vraiment ce qu'essaye de faire cette proposition de loi, c'est d'imposer un peu plus de sanctions et de contraintes. À suivre donc ce dossier. Sofiane. Une question pour vous, Jonathan. Vous n'êtes pas un CV ni un héros, mais un expert de cette émission et vous allez nous répondre. Je sais. Dimitri nous dit qu'il est chef d'entreprise à Lyon. Au dernier moment, les candidats que je retiens pour mon poste se rétractent faute d'avoir trouvé un logement. Que faire ? C'est une vraie question, notamment pour tous les saisonniers, dans cette période un peu compliquée de trouver un logement. Jonathan. Oui, tout à fait. La question du logement, elle est centrale. Déjà, je peux rassurer Dimitri en disant que malheureusement, il n'est pas le seul. Je sais qu'il y avait une étude de la CPME en fin de l'année 2023 qui disait qu'un patron sur 5 avait du mal à recruter à cause de problématiques de logement de leurs candidats. Donc là-dessus, il faut déjà se dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle doit devenir un acteur du recrutement, certes, mais du logement. Ça paraît un peu bizarre, mais aujourd'hui, une entreprise qui se dit je recrute et puis à la limite le candidat se débrouille, ça va être un peu compliqué. J'ai un client justement sur Lyon, une entreprise industrielle qui propose une aide. Carrément, c'est dans les avantages de l'offre d'emploi, qui propose une aide à l'accompagnement et une aide financière de recherche d'un logement pour les candidats qui retiennent s'ils habitent à plus de 70 km. Ça veut dire que ça va devoir faire partie du package. Ça doit faire partie du package parce qu'effectivement, on a une crise du logement aujourd'hui. C'est un problème qui est transversal. Donc, il faut que les entreprises s'en saisissent. Après, voilà, il y a aussi des aides régionales. Il faut que les entreprises se renseignent pour renseigner elles-mêmes les candidats sur ce qui existe. Localement, il y a des collectivités territoriales. Il y a Pôle emploi aussi, France Travail, qui peut donner des aides locales à la mobilité et à la recherche de logement. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir un esprit large sur le sujet, mais il faut s'en saisir, c'est sûr. Sandrine, une J'étais en train de me dire que c'était complexe, de plus en plus complexe en fait, le job d'une entreprise. D'être une entreprise. Parce qu'en fait, on rajoute, en plus de la complexité de déjà diriger une entreprise, manager, et en plus maintenant, avec toutes ces problématiques, ça devient un
un espace de politique au sens gestion de la cité. Et donc, on se retrouve en fait au carrefour de plein de problématiques, que ce soit la RSE, le logement, l'âge, la diversité. Enfin, tout ça, ce sont des problématiques sociales et sociétales. Et quand on est entrepreneur, souvent, ou dirigeant, on n'est pas forcément préparé à adresser ces problématiques. Sauf que vous savez peut-être ce qu'on va vous répondre et des salariés risquent de nous le dire. Peut-être qu'à un moment donné aussi, certains ont un peu tiré sur la corde. On pense notamment aux saisonniers à qui on a imposé des horaires, en restauration notamment, des horaires totalement décalés, à travailler pendant 2 mois l'été, et à qui on disait tu vas te loger et débourser plus de la moitié de ton salaire dans le logement. C'est peut-être aussi le retournement du rapport de force entre offre et demande sur le marché du travail. Oui, retournement, je sais pas. En tout cas, on a demandé beaucoup de polyvalence à un moment donné aux salariés. C'était le mot-clé. Il fallait être polyvalent pour être embauché. Aujourd'hui, finalement, les chefs d'entreprise vont aussi devoir être polyvalents. Après, il n'y a aucune obligation, mais à un moment donné, s'ils veulent avoir des chances de recruter, s'ils veulent être dans le coup, j'ai envie de dire, il faut s'y mettre. C'est ça, il faut comprendre que c'est un vrai problème d'attractivité. Vous pouvez d'ailleurs vous aussi continuer à nous écrire sur ce sujet. Est-ce que tout cela, c'est encore le rôle de l'entreprise ou c'est trop large? C'est une vraie question à se poser dans cette émission. On va rappeler la question du jour, Sofiane, et la question à laquelle on répondra dans un instant. Et oui, on va se demander, on va parler du sujet dont tout le monde parle en ce moment. Vous savez, c'est un clash entre 2 personnalités publiques sur une émission de télé célèbre dont on ne va pas rappeler le nom. Ma collègue a proféré une insulte envers moi et a écopé d'une mise à pied de 3 jours. Je veux pas en rester là. Que faire? On en parle parce que ça peut se dérouler aussi en entreprise. Ça peut. Et j'espère pas quand même. Ils sont pas mis à pied, ils restent avec nous jusqu'à 13h. C'est nos 4 experts qui répondent dans un instant à vos questions. À tout de suite. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On parle décarbonation, on parle retraite, on parle senior, on parle de tout un tas de sujets dans cette émission de recrutement aussi. Vous réagissez, il y a une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous à bfmbusiness.fr, nous sommes également en live et en direct sur LinkedIn et sur X. Vous pouvez poster vos petits commentaires et puis on vous lit jusqu'à 13h, on est là. Ouais, c'est le moment de réagir, effectivement, maintenant et après l'émission aussi, parce qu'on est là 24 heures sur 24. Nos experts aujourd'hui, je vous les rappelle, Jonathan Gozard, Sandrine Evangelista, Damia Boufferache et Nathalie Devernay, notre juriste. On a parlé d'insultes entre collègues il y a un instant. Ne regardez pas comme nous ça. Nous ne sommes pas concernés, je tiens à le préciser. C'est pas dans cette émission que ça se passe. Non, c'est dans une autre émission de télévision où ils dansent sur un parquet. Je vous laisse deviner. Donc c'est définitivement pas nous. Non, on ne pense pas faire un tcha-tcha-tcha à la fin de l'émission, je vous rassure Sandra. Non, c'était un clash entre 2 personnalités. L'une a insulté l'autre. C'est parti très loin. 3 jours de suspension parce qu'en fait, elles ont un cadre légal à respecter, évidemment. Elles sont en entreprise. Le dépôt d'une main courante s'en est suivi pour menace de mort. C'est allé très loin. Mais donc, ça nous a inspiré cette question à la rédaction. On se demande comment ça se passe si ma collègue est mise à pied pendant 3 jours et je ne veux pas en rester là. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez une réponse à nous apporter, Nathalie? Alors effectivement, là, dans le cas d'espèce, on voit que quand même toutes les ficelles ont été actionnées. Il y a le volet disciplinaire de l'employeur avec la mise à pied, qui est une sanction finalement assez peu sévère. Alors c'est une perte de salaire pendant quelques jours, mais ça reste une sanction. Voilà, c'est dans l'échelle des sanctions. Ouais. Voilà, on a pour rappel l'avertissement, la mise à pied et ensuite le licenciement. Donc là, l'employeur a fait son travail, il a estimé que ça justifiait une mise à pied. Que peut faire la collègue si elle estime que c'est pas suffisant? Là, on va sortir du scope de l'entreprise et on va être sur la vie privée. Si effectivement il y a eu une insulte ou une diffamation, on est sur le volet pénal, c'est ce qui semble avoir été fait dans ce cas avec le dépôt de la main courante. Je vois que vous le connaissez bien. Voilà, mais ça n'est plus du ressort de l'employeur. L'employeur, lui, a fait son job. Il lui incombe de protéger ses salariés quand ils sont ensemble dans l'entreprise. Si jamais la mise à pied ne suffit pas et que des faits de cette nature se reproduisent, voire même des altercations plus violentes ou physiques, il incombera à l'employeur de reprendre une autre sanction en excluant peut-être l'un ou l'autre, ou voire les deux, de l'entreprise. Voilà qui est clair, pas de dispute en entreprise. Oui, on espère que ça se réglera sur le parquet. Médiation aussi, on le dit souvent ici. Oui. C'est vrai, ça peut se régler sur le parquet en dansant aussi. C'est une autre histoire. Question suivante, Sofiane. Une question pour Damia. Comment ma société peut-elle passer d'un modèle économique linéaire à un modèle circulaire? C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Mais concrètement, comment on fait pour y arriver? Est-ce que vous avez quelques conseils? On va appeler ça la méthode de Damia. Allons-y. Alors, je ne sais pas si c'est ma méthode, mais je vais vous citer quelques exemples. C'est difficile de répondre à la question si on ne connaît pas le secteur d'activité de l'entreprise, la taille de l'entreprise, sa localisation, etc. Mais il y a
quelques petites choses à connaître. Déjà, pour démarrer un mode de fonctionnement circulaire, on commence avec la première étape qui est la conception des produits. Donc se tourner vers des éco-conceptions, sourcer ces produits de manière durable, exiger de la part de ses fournisseurs qu'ils répondent à un certain nombre de cahiers des charges pour définir, designer et produire des objets, des produits, des services plus durables, c'est la première étape. Ensuite, je dirais, il y a aussi, on parlait tout à l'heure de la transformation des modèles économiques, chercher des opportunités économiques ailleurs que dans la vente de ces produits. Je parlais tout à l'heure de la location, des services de réparation, tout ça est monétisable, vous permet de faire circuler les produits, d'éviter de simplement vendre pour jeter. C'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Et puis, je donnerai un troisième exemple, c'est mettre en place un dispositif de récupération, réparation, recyclage des produits que vous avez vendus. Là encore, il y a des enseignes qui l'ont fait il y a très longtemps, donc c'est tout à fait faisable, qui viennent récupérer votre ancien électroménager à la maison pour derrière le démanteler, mettre au rebut ce qui doit l'être et réutiliser les parties qui peuvent être réutilisées. Donc il y a tout un tas d'étapes que vous pouvez mettre en place. Là encore, il faut se faire accompagner pour savoir où faire porter l'effort. On ne peut pas tout faire en même temps. Oui. On ne demande pas de déplacer des montagnes à des petits entrepreneurs ou à des artisans. Mais il y a sans doute des choses sur lesquelles chacun individuellement peut agir. Faites-vous accompagner de personnes qui sont spécialisées sur l'économie circulaire. Oui, c'est intéressant, effectivement. Là, on parle purement de l'aspect produit, vente, modèle économique. On peut aussi transformer et diagnostiquer ces process informatiques, le fonctionnement pur de son entreprise. Et quand on a une petite structure, on peut commencer par ça aussi. De ses usines, si on est un agriculteur, de sa consommation en eau, si on a, je sais pas, des entrepôts réfrigérés, est-ce que les frigos sont bien nettoyés pour consommer moins d'énergie. Tout ça se calcule, en fait. Tout ça se calcule par une analyse de cycle de vie. On en avait parlé la dernière fois que j'étais venue sur ce plateau. Une analyse de cycle de vie, en 2 mots, ça vous permet d'évaluer l'impact environnemental de votre activité au sens large, de la conception des produits ou des services à la mise au rebut. Et c'est en faisant cette analyse de cycle de vie que vous allez voir où vous avez un impact environnemental fort et où vous pouvez agir. Sofiane. Une question pour Sandrine, c'est Cathy qui nous dit « Je suis dirigeante dans le secteur de l'énergie renouvelable. Comment former mes managers pour encourager la mixité et la diversité ?» On y revient dans mon entreprise. Sandrine. Alors, c'est un choix. La mixité et la diversité, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais... Seulement un choix ? C'est quand même un choix. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que là où il y a eu les quotas, donc sur les entreprises du CAC 40, bizarrement, il y a quand même des politiques de mixité et de diversité qui sont bien plus importantes que sur tout le reste des autres entreprises. On commence à y arriver en redescendant, puisque maintenant les quotas arrivent sur le SB 120. Donc voilà. Donc il y a quand même une logique de choix, c'est-à-dire que derrière, ça ne se fait pas tout seul. Parce qu'il y a des biais, hein. Il y a plein de biais. Je voudrais donner un exemple. On accompagne, nous, chez Leaders for a Good Planet, souvent des demandes autour de la mise en place de réseaux féminins. Alors, c'est pas parce qu'on porte un pull rouge qu'on fait partie de la communauté des pulls rouges. Donc, c'est pas parce qu'on est une femme que si on nous met dans un réseau de femmes, donc c'est quoi souvent un réseau de femmes, c'est on va les réunir, elles vont parler entre elles et puis ça va créer du mentoring entre elles, ça va créer plus d'emplois. Non. En fait, pour pouvoir faire en sorte qu'on crée des communautés pour adresser des problématiques, la mixité, la diversité, le handicap, etc. Ça nécessite en fait de designer des accompagnements, des parcours avec une ingénierie pédagogique précise qui permet d'obtenir les résultats qu'on veut. Il ne suffit pas de mettre des gens qui ont des pulls rouges ensemble pour qu'ils se trouvent un intérêt commun autour des pulls rouges et qu'ils deviennent des porteurs de la dynamique de pulls rouges. D'autant que les recruteurs, dans leur grande majorité, n'ont pas de pull rouge. C'est-à-dire qu'on est d'accord que dans la réalité, il y a beaucoup d'hommes dans le recrutement, il y a des biais de recrutement, qu'ils sont particulièrement peut-être là, et qu'effectivement, il faut inclure tout le monde, Jonathan. Et si je peux faire la transition entre ce qu'ont dit mes 2 collègues, c'est un peu le cercle vertueux. La question de la place des femmes dans l'entreprise, la question de l'environnement, de l'économie circulaire. On parle de valeurs. Au risque de radoter, j'avais dit il y a 15 jours dans l'émission qu'il y avait une enquête de Harris Interactive en 2023, octobre, qui avait dit que 60% des jeunes choisissaient leur entreprise en fonction des valeurs qu'elle portait. Elle refusait de travailler dans une entreprise polluante. Donc on voit bien que toutes ces questions sont liées. Et quand on a ce cercle vertueux-là, on va améliorer ses capacités de recrutement. C'est indéniable. Continuez à réagir à ces questions, évidemment, sur notre adresse et nos réseaux sociaux.
Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Sofiane. C'est l'heure d'ouvrir notre boîte aux lettres et on récupère un mail de Julie qui nous a écrit à l'adresse mail avec vous @bfmbusiness.fr et qui nous dit « J'occupe un emploi de consultante en finance en CDI depuis mai 2023. Mon employeur m'a trouvé un client chez qui la mission prend fin le 31 mars. Cependant, j'ai une grossesse à risque. Mon médecin recommande de me maintenir en télétravail jusqu'au début de mon congé maternité. Mais mon employeur me demande d'obtenir un arrêt de travail total à compter du 1er avril et jusqu'au début du congé maternité car compte tenu de ma grossesse, il ne peut pas me placer chez un client. Cependant, je me sens parfaitement capable d'assurer ma mission en télétravail. Quels sont mes droits afin d'accomplir ma mission ? Est-ce qu'on peut l'aider ? Très bonne question, ça. On peut l'aider. On peut surtout rappeler que ça n'est pas l'employeur qui est le juge de la santé ou de l'aptitude médicale de ses salariés. Le seul qui est en mesure de le faire, c'est le médecin du travail. Ça n'est pas non plus le médecin traitant. Donc, la seule préconisation qu'il faut suivre, c'est celle du médecin du travail. En cas de doute, l'employeur peut conseiller à cette consultante d'aller voir le médecin du travail ou elle peut le saisir elle-même pour qu'il puisse lui délivrer un certificat d'aptitude aménagée en expliquant que jusqu'à telle date de la grossesse, elle est tout à fait apte à occuper son poste, mais avec un télétravail privilégié ou total. Donc, ça n'est pas à l'employeur de décider unilatéralement. En le faisant, il s'exposerait même à une discrimination, en tout cas à une décision qui pourrait être tout à fait contestée. Même dans ce cas ici, où finalement aller voir le client a l'air de constituer un élément important de la mission, ces tâches peuvent être faites à distance, d'après vous, ça ne pose pas de problème ? Alors, d'un point de vue juridique, de toute façon, si le médecin du travail estime que les tâches doivent être effectuées en télétravail, on n'aura pas le choix. L'employeur devra trouver une autre mission à notre auditrice pour qu'elle puisse travailler jusqu'à la date de son arrêt. En revanche, effectivement, si c'est le client qui impose d'avoir une présence quotidienne ça peut être ça. Et qu'en outre, la salariée s'estime tout à fait capable et que son médecin du travail l'estime également capable, aucune difficulté, ça n'est pas à l'employeur et peut-être à ses craintes, qui peuvent être légitimes, de décider de la couper complètement des locaux du client. Sofiane. Une question recrutement, c'est Louisa qui nous dit j'ai 3 bons candidats pour un poste, mais je ne sais pas comment les départager. Vous avez des conseils à lui procurer, Jonathan ? Alors, on va dire que là, j'allais dire que tant mieux pour elle, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui aimeraient être à sa place, je pense. On en discutait un petit peu tout à l'heure. Je pense que la question des faire intervenir les futures personnes avec lesquelles elle va travailler dans un entretien, faire des petites mises en situation technique, ça peut être effectivement des leviers de réponse. Après, attention à ça. Effectivement, on peut se dire qu'on a 3 bons candidats, mais si c'est vraiment 3 bons candidats, ils sont déjà aussi certainement en processus avec d'autres entreprises, et au final, à trop tarder à prendre la décision et le choix entre les 3 candidats, on risque de se trouver avec 0 bon candidat. Donc, je le disais tout à l'heure, recruter, c'est décider, et ça a d'autant plus d'importance dans ce cas-là. Donc, peut-être essayer de retravailler effectivement la question des savoir-être, voilà, et ne pas hésiter à refaire des entretiens, à changer la forme, éventuellement aussi, pourquoi pas les confronter les 3, convoquer un entretien commun. Ça se fait de plus en plus en entreprise, et donc les personnes discutent entre elles, le recruteur se met derrière en off et puis prend des notes un petit peu, voir les interactions, et on peut se préserver peut-être de petits problèmes d'équipe et voir d'incidents comme on a vu tout à l'heure sur le parquet ou je ne sais quoi. Voilà. Le but, c'est pas d'en arriver là. La suite, Sofiane. Oui, avec un auditeur en ligne, c'est François, parce qu'on parlait tout à l'heure de la question des seniors. Voici la petite sonnerie qui retentit pour nous prévenir que François est là. Vous êtes, François, ce qu'on appelle un senior. Bonjour à vous. Vous étiez entrepreneur forestier. Vous vous demandiez en fait comment passer votre entreprise, comment faire pour la suite, la transmission. Qu'avez-vous décidé ? Vous avez passé la main ou pas ? Vous avez pris votre retraite ? Écoutez, j'espère sincèrement que je pourrai transmettre mon entreprise à l'un de mes enfants. J'en ai 4. Les 3 plus âgés travaillent. Le plus jeune, il est étudiant et leur indécision m'empêchait de dormir, à savoir quand est-ce qu'ils arrêteraient leur boulot de salarié. Le premier qui se destine peut-être le mieux à reprendre les policiers à Paris en ce moment. Il est assez occupé. Et c'est peut-être lui qui viendra le premier, mais je ne sais pas dans combien de temps. Et moi, 56 ans, je voyais la retraite qui arrive, je ne savais pas quel âge mes enfants pourraient reprendre. Et en fait, maintenant, j'ai réglé ce problème qui me tracassait beaucoup. J'ai décidé de ne pas prendre la retraite. Je m'éclate au boulot. Et je dis, mais pourquoi me mettre une barrière de date, dire 62, 64, 65, 68 ? Je ne m'arrête pas. Et puis voilà, je continue. Je prends beaucoup de plaisir au boulot. J'entreprends tout le temps.
Un peu trop au goût de ma femme parfois parce que j'engage pas mal d'emprunts. Le banquier voudrait que je me calme un peu, mais j'ai pas du tout envie de me calmer. Mais François, quand vous dites que vous ne vous arrêterez pas, c'est-à-dire que vous avez gardé votre entreprise et vous avez décidé que la transmission, ça viendrait quand ça viendrait, mais vous les laissez pas de limite. C'est bien ça, vous avez gardé votre entreprise. Exactement, je ne me fixe pas de limite. C'est exactement ça. Et si un de mes enfants reprend, je lui ai dit, tu pourras avoir un salarié qui a de l'expérience, qui travaillera bénévolement sur ton entreprise, et ce sera toi le patron qui prendra les décisions. Ce sera peut-être un petit peu difficile de me mettre au placard, mais il faudra bien que je me range un peu pour les laisser vivre et puis prendre leur place. Mais oui, exactement. Plus de limites et donc plus de stress à me dire comment je fais dans 2 ans, comment je fais dans 1 an, comment je fais dans quelques mois, non. Vous venez d'où, François ? Je suis en Charente, je suis entrepreneur forestier. Vous voyez, là, je suis dans une machine à 5 mètres du sol pendant que je vous parle. Je pilote une déchiqueteuse de ce qu'on appelle, je fais de la biomasse. On broie des arbres pour en faire des plaquettes de bois pour livrer des grosses chaufferies. Voilà. Là, en ce moment, je travaille à Landiras, là où la forêt a tant brûlé il y a 2 ans. Je broie des pins brûlés qui ne peuvent pas être valorisés en industrie, dans le papier ou autre, parce qu'ils sont trop petits. On broie tout ça et on envoie ça sur les grandes chaufferies de Bordeaux. Voilà, si on se demandait encore l'utilité, le trésor que représentent les seniors dans leur activité, eh bien voilà, on a la réponse. Merci beaucoup François de ce témoignage. Est-ce que vous voulez témoigner tous les 3, Damien ? Oui. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'on a tendance à voir donc les seniors tels qu'on les appelle comme un fardeau, une charge, on ne sait pas, les entreprises, oui, ils sont là, on ne sait pas quoi en faire, etc. Chez Needle, nous, on a remarqué que bon nombre de nos consultants indépendants sur notre réseau sont des personnes qu'on pourrait qualifier de seniors, mais en fait, nous, la manière dont on les voit, c'est que c'est surtout des gens qui ont 25, 30, 40 ans d'expérience dans un domaine. Ça, c'est une mine d'or pour nos clients, notamment. Ce sont des gens qui ont une expertise, qui ont envie de travailler, qui savent comment travailler avec des clients. Donc, pour moi, c'est plutôt vraiment un vivier de profils hyper intéressants à adresser, qu'on a plutôt envie de garder, plutôt que de mettre à la porte. Jonathan. En 1 minute 30 d'intervention, on a eu valeur, plaisir, pas de stress, transmission. Une vraie niaque. Hier, vous étiez sur le sujet des jeunes, le pessimisme des jeunes dans le travail. Et ben, vous vous rendez compte la pépite que c'est, ce monsieur, dans la transmission, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que vraiment, de transférer cette notion de plaisir au travail, émancipation, on est en plein dedans, je pense que tout est trouvé. Tout passe par l'envie, effectivement. Sandrine. Ce que je trouve remarquable dans son témoignage, c'est aussi le fait de dépasser la croyance que parce que j'ai tel âge, je dois faire ça. Je trouve ça hyper intéressant, ce témoignage autour de la transmission, parce que finalement, il le dit très bien, on transmet quand on est prêt à transmettre. Et c'est pas une question d'âge, c'est une question d'envie. Et je trouve que c'était très très bien résumé. Réagissez évidemment à ce thème des seniors dont on vient d'avoir un merveilleux exemple. Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. J'ai quand même une remarque sur cette question, c'est: est-ce que les limites qu'on donne dans la société aux seniors ne viennent pas de l'organisation de l'entreprise ? Justement, François, il est dans sa propre entreprise. Est-ce que c'est pas ça, finalement, qui fait complètement la différence ? C'est qu'il a le choix, c'est qu'il est libre et c'est qu'il travaille pour lui. Jonathan. Oui, c'est pour ça que tout de suite, au début du thème, quand vous avez annoncé la question, la question de l'entrepreneuriat m'est venue tout de suite, parce qu'effectivement, il y a plus de liberté. Il y a des questions, quand on parle senior, je pense qu'il ne faut pas l'oublier aussi, parce que les gens qui nous écoutent, je pense qu'on fait le lien, il y a la question de la pénibilité aussi. Dans certaines entreprises, typiquement les grosses entreprises industrielles, le BTP, en l'occurrence, là aussi, dans le BTP, là, il est en pleine forme, mais effectivement, il ne faut pas aussi, il y a des personnes pour lesquelles l'usure physique est là, et je pense qu'il ne faut pas les oublier non plus. Et l'entreprise, là, peut leur servir de cadre un peu plus sécurisant si elle s'occupe bien de Sofiane. Et si, comme notre auditeur François, vous voulez passer à l'antenne pour réagir, bien c'est tout simple, c'est l'adresse mail qu'on vous donne tous les jours avec vous @bfmbusiness.fr. Là, en l'occurrence, il a envoyé un petit mail, on l'a rappelé dans la foulée, et puis voilà, ça s'est fait aussi simplement que ça. Mais c'est un témoignage vraiment très intéressant. Sofiane. Une question pour Nathalie, notre juriste. Olivier nous dit: je suis cadre au forfait jour. Est-ce que mon employeur peut me demander de travailler les week-ends ? Ah, le forfait jour, le sacro-saint forfait jour, qui est une exception mondiale. On est les seuls au monde à avoir ce système de forfait jour. Alors, le forfait jour, pendant des années, il a été utilisé à tort et à travers par les entreprises et par les salariés. C'était un peu l'open bar du temps de travail, zéro limite. Je travaille quand je veux, je travaille souvent un peu trop. Mon employeur peut me demander de travailler les soirs, les week-ends, etc.
On observe depuis plusieurs années un resserrement autour du forfait jour pour rappeler un petit peu les règles et pour protéger notamment la santé. On est en plein thème de burn-out, notamment chez les cadres. Donc, la règle maintenant, c'est que, OK, on est en forfait jour, on est très autonome, on est indépendant, mais on doit respecter 2 choses. Les repos minimum quotidien et hebdomadaire. Je rappelle, c'est 11 heures de repos consécutifs par jour, donc on ne peut pas travailler plus de 13 heures. Et hebdomadaire, c'est minimum 35 heures de repos consécutifs. Donc si je travaille le samedi midi, jusqu'au samedi midi, je ne peux pas travailler avant le lundi matin. Donc ça, c'est vraiment les règles de base. Évidemment, le temps de travail doit quand même être suivi et on a tout un tas d'obligations autour du forfait jour de la part du management. Sur la question particulière du travail des week-ends, alors pas de limite sur le samedi. Le samedi est un jour ouvrable en droit du travail français. Donc notre auditeur peut travailler le samedi, ça sera décompté de son forfait jour. Donc dans ces 218 jours annuels, le samedi sera décompté. En revanche, attention, gros veto sur le dimanche, qui est toujours entouré de règles très contraignantes. Toutes les entreprises ne peuvent pas faire travailler leurs salariés le dimanche. Il faut être dans des secteurs très particuliers ou sur des postes particuliers, d'astreinte ou autres. Il y a des majorations de salaire, du repos compensateur. Bref, le dimanche, on évite en tant qu'employeur, sauf si vraiment on n'a pas le choix. Très attention à cela. Très intéressante cette question, en effet. Sofiane. On passe à l'actu du jour. Pour aider des jeunes à trouver un emploi, une mission locale leur propose de jouer aux jeux vidéo. C'est à lire sur la verticale Tech & Co de BFM Business. Depuis décembre, la mission locale d'insertion de Carcassonne a lancé sa Gaming House. L'objectif, favoriser l'insertion professionnelle tout en découvrant les métiers de l'audiovisuel. Concrètement, les jeunes participent par groupe de 5 avec des sessions de 2 semaines où toutes les matinées sont consacrées aux jeux vidéo. L'après-midi, des ateliers de sport et de formation à l'audiovisuel sont organisés pour apprendre à utiliser le matériel. À la fin de la session, le groupe propose même une émission de 2 heures en direct sur Twitch, un peu comme nous, mais sur Twitch en fait. Ils font peut-être avec vous d'ailleurs. Alors, est-ce à dire que les job dating et les CV sur LinkedIn, ça y est, c'est fini, Jonathan ? Fini non, mais c'est un plus, c'est adapter les codes finalement. Aujourd'hui, on a besoin d'attirer plus de jeunes. Pourquoi pas utiliser leurs codes ? J'ai envie de dire effectivement, pourquoi pas le jeu vidéo ? On a aussi de plus en plus de plateformes de recrutement qui se développent où on demande aux jeunes de se filmer, de faire une petite vidéo pour présenter leur candidature. Donc moi je dis pourquoi pas, allons-y. Sandrine, on s'adapte ? Oui, moi je trouve ça super bien de pouvoir ouvrir sur d'autres possibilités moins formelles. Et aussi ça favorise notamment dans certains métiers où il y a peut-être moins de facilité à l'écrit ou des gens qui font des fautes d'orthographe, etc. Donc qui vont être sanctionnés si on regarde juste sur l'aide de motivation classique et CV parce qu'effectivement ils sont peut-être pas super dans les cases, mais pour autant ils sont super bons dans leur métier. Donc ça permet aussi d'ouvrir à d'autres types de profils qu'on a tendance à ne pas sélectionner si on reste juste sur papier et sur l'aide de motivation traditionnelle. Validé dans cette émission. Voilà, c'est tout. Exactement. Sofiane. Esther nous demande pour vous, Damien Boufferache, notre experte décarbonation, quelle stratégie puis-je adopter pour prolonger la durée de vie de mes produits ? Alors, on a un peu répondu à cette question avec les questions précédentes concernant l'économie circulaire. Encore une fois, il faut être assez pragmatique, je pense, dans l'approche. Si je vends des produits, je vais regarder comment ils sont conçus. Je vais essayer d'imposer un certain nombre de normes à mes fournisseurs. Je vais essayer de diversifier mes fournisseurs de matières premières, notamment. Après, sur la durée de vie du produit, il y a tout un pan d'éducation à faire, notamment des consommateurs. Si j'explique à mes consommateurs comment bien utiliser mes produits, mon électroménager ou ma voiture ou que sais-je, les risques que cet électroménager vienne en fin de vie un peu trop tôt sont amoindris. Donc il y a vraiment un volet éducationnel et de sensibilisation hyper fort à mettre en place. On a parlé de mettre en place aussi des dispositifs de recyclage, des circuits courts, de réutilisation, voire de seconde main, pour récupérer les produits qui ont été utilisés par le passé. Bref, il y a tout un tas d'initiatives qu'on peut mettre en place, dépendant du secteur d'activité dans lequel on est, du tissu économique local aussi. C'est pas toujours facile d'avoir un entrepôt où on peut faire de la seconde main, etc. Moi, j'invite cette personne à se rapprocher de sachants qui pourront lui expliquer selon son modèle à elle, là où elle peut agir de manière assez facile, à moindre coût, pour trouver des opportunités de se développer différemment. C'est pas forcément évident d'avoir pensé effectivement au volet consommateur. J'apprends aux consommateurs, il y a de la pédagogie en tant qu'entrepreneur. Absolument, à mes fournisseurs. Ouais. À mon personnel qui produit et à mes consommateurs. C'est vraiment une approche holistique du produit.
Sofiane, eh bien, on va répondre à la question du jour. Vous êtes parti, je ne sais pas où vous êtes. Vous êtes là-bas. Je vole déjà, mais oui, si je tends la main un peu, on arrivera à se toucher. Emploi des seniors, l'émancipation passe-t-elle par le travail? On en parlait il y a un instant avec François, notre auditeur. Eh bien, vous dites oui à 56% sur LinkedIn, oui à 56% sur X également et 58% sur Instagram. Donc, comme quoi, vous êtes plutôt d'accord avec la ministre du Travail et puis avec François qui, lui, est très heureux au travail et veut continuer jusqu'à plus soif. La question de demain, parlons argent, Sofiane. Et oui, c'est notre thème préféré dans cette émission. L'écart entre le salaire brut et le salaire net est-il trop important? En France, on en parle parce que c'est ce qu'a estimé le ministre de l'économie qui relance l'éternel débat sur le coût du travail et des cotisations. Quand on regarde le salaire brut, on est content. Quand on regarde le net, on se demande où est passé l'argent. C'est la punchline du ministre. On en parle demain avec nos experts et on reparlera d'argent en entreprise, Sandra. Restez évidemment avec nous, connectés toute la journée. Vous nous envoyez vos questions. On remercie nos experts du jour, Sandrine Evangelista, Damia Boufferache, Nathalie Devernay et Jonathan Gozard. Merci à vous quatre pour votre expertise. Émission passionnante à retrouver en podcast et en replay, évidemment, pour ceux qui n'ont pas réussi ou n'ont pas eu la chance de la voir aujourd'hui. Demain, spécial Sofiane, toute la journée sur BFM Business. Épargne salariale, on en parlera. Intéressement, participation. Vous nous envoyez d'ores et déjà toutes vos questions parce que je suis sûr que ce thème vous concerne et va vous parler. Et donc nos experts vont revenir sur ces questions d'argent et notamment de salaire brut, net, savoir lire sa fiche de paie. Tout ça, on en parle demain. Posez-nous toutes vos questions. On est là pour y répondre avec tous nos experts qui ont tous leurs conseils à vous donner. Passez une très bonne journée sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business.